Alors, Jean-Marie Cavada, est-ce que c'est suffisant comme mea culpa sur le bilan, ce que vient de faire François Hollande? Je n'en sais rien et je dirais qu'à la limite, c'est pas très important parce que la campagne électorale que François Hollande a menée était basée sur des principes qui pour partie étaient réels, il n'a pas inventé la crise, hein, mais qui pour partie étaient faux parce qu'il a axé largement son discours sur la récupération de la gauche dont il avait besoin pour faire l'appoint. Et naturellement, ça l'amène à avoir fait des promesses dont il n'a pas aujourd'hui la politique. Et donc, il est dans porte-à-faux. Il faut dire la vérité. Le moment est venu de dire la vérité et de le dire vraiment clairement, aussi douloureuse soit-elle. De toute façon, il n'a plus grand-chose à perdre. Et il l'a dit ce matin. Étant donné l'état de sa popularité. Absolument. Hein. Et donc, je pense que maintenant, la question pour la France, elle est, aura-t-on un gouvernement et une majorité pour soutenir ce gouvernement apte à faire des réformes qui remettent ce pays sur les rails, je dirais, d'un certain pouvoir en France et en Europe? Ou bien au contraire, est-ce qu'on va aller comme ça dans les petites dérives qui d'ailleurs n'ont pas commencé avec François Hollande, qui date presque une bonne trentaine d'années. Ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il occupe sa place à l'étranger, et en ce moment il y a de quoi faire avec l'Ukraine et l'Europe. Et deuxièmement, qu'il trace le destin de la France régulièrement en s'exprimant clairement. Mais c'est pas de se répandre tous les matins sur les médias, il va s'user comme s'est usé Sarkozy. Je pense que dans l'idée qu'on se fait des gouvernants, il y a l'idée de la rareté. Quand tu parles, c'est très important, alors je t'écoute. Si tu bavardes tous les soirs, à la fin, personne n'écoute plus rien. Ceci est une musique un petit peu techno à la fin. Il bavarde pas tous les soirs, là. Il a choisi une manière de s'exprimer. Je trace la voie dangereuse, bien entendu. J'exprime la voie dangereuse. D'ailleurs, le penchant de François Hollande n'est pas de bavarder beaucoup à la télévision. Mais quand il vient, si c'est pour parler de choses usuelles qui relèvent d'un ministère ou d'un secrétaire d'État, non, c'est pas son rôle. Franchement, il faut de la hauteur. Ça, c'est parce que les conseillers de l'Élysée sont affolés. Je reconnais là la marque des pouvoirs intermédiaires. Ils ont de quoi être affolés à 18%. C'est leur affaire. Alors Jean-Marie Cavada, est-ce que vous pensez qu'on peut convaincre Vladimir Poutine? Ce que dit le président de la République dans cette affaire est tout à fait exact. Maintenant, une chose est de le dire pour les Européens et une deuxième est de le faire. Je suis stupéfait que le président français, la chancelière allemande et le premier polonais, M. Tusk, qui le réclame d'ailleurs, n'aillent pas tous les trois ensemble voir M. Poutine pour lui dire « négocions ensemble les conditions d'une paix dans une construction politique viable où chacun trouve un intérêt et avec l'Ukrainien discuter et que nous puissions imposer à M. Poutine une solution de paix d'une part et d'autre part les menaces attenantes à un refus de cette solution de paix, parce que quand même, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi parce que ça touche, on ne le voit pas bien, à la sécurité européenne elle-même, parce que si l'Ukraine basculait dans la guerre civile sur l'ensemble du territoire, elle l'est déjà à peu près dans une partie de l'Est, eh bien la Pologne serait très très mal, et la frontière sud, c'est-à-dire Moldavie-Roumanie, la Roumanie ça nous concerne, eh bien ne serait pas bien non plus. Par conséquent, à notre frontière, nous devons participer à la stabilisation. Mais est-ce que l'Europe a les moyens de faire pression sur Vladimir Poutine? Je viens de vous répondre, qu'il ait ou pas les moyens, il faut les prendre, et par conséquent, il faut aller ensemble, dire à M. Poutine, maintenant nous discutons parce que nous n'admettons pas ce que vous venez de faire. Et si on avait pris des sanctions très lourdes, dès le départ, dès le mois de janvier. Quel type de sanctions plus lourdes? Le gel de tous les avoirs, de tous les oligarques ukrainiens qui étaient au pouvoir de l'équipe précédente et de l'environnement politique de M. Poutine, qui a beaucoup d'argent en Autriche, en Europe et même ailleurs d'ailleurs. Il y en a un peu à Londres aussi, il y en a à l'île de Man, il y en a, bref, un peu partout. Si on avait dit cet argent, il va être gelé, c'est fini, et vos possessions, c'est fini aussi, bien entendu qu'on aurait discuté, parce que le portefeuille est une discussion à laquelle les gens de pouvoir sont en général sensibles. Est-ce que ça tombe pas très mal, cette crise ukrainienne, justement? Il y a cette campagne européenne, ce sentiment non, ça tombe très bien, hélas, ça tombe très bien, parce que je vais vous raconter une chose qui sans doute n'arrive pas facilement aux oreilles quand on n'est pas dedans. Depuis maintenant 6 mois, dans les meetings et réunions publiques, il y a beaucoup de questions sur l'Ukraine qui montrent une certaine peur des électeurs ou des gens que nous rencontrons, ce qui veut dire que l'idée d'une défense européenne avance. Et c'est si vrai que vous avez observé que la semaine dernière, 2 sondages successifs dans 2 journaux différents ont paru, et tous les 2, il y avait des items de questions, quelles sont les politiques qui doivent être réglées par Bruxelles et celles qui doivent être réglées par la France. Dans celles qui devaient être réglées par Bruxelles, dans les 2 cas,
il y a une défense et une diplomatie européenne. Ça veut dire que les gens sont assez sérieux et comprennent bien le danger. Christophe Forcari. Alors, on va utiliser un mot tabou, parce que même au centre, on n'ose pas tellement le prononcer. Est-ce que vous venez de parler de défense européenne? Est-ce que vous êtes pour un fédéralisme européen assumé, revendiqué? Jean Arthuis l'a revendiqué dans les colonnes de Libération il n'y a pas longtemps. Est-ce que les listes, les Européens, se prononcent clairement pour un fédéralisme Alors, européen? la liste Les Européens, on va faire un petit rappel pour nos auditeurs, c'est l'alliance de l'UDI et du Modem sur laquelle vous êtes candidat. C'est l'alliance UDI Modem, c'est-à-dire les centristes se rassemblés. rassemblent, les radicaux, tout ce petit monde. On fait une liste pour les Européennes qui s'appelle les Européens. Réponse à M. Forcari. Clairement oui. Je suis fédéraliste et je vais expliquer ce que c'est que le fédéralisme, moins pour ceux qui nous écoutent parce que certains vivent dans des pays où ils en ont la pratique. Le fédéralisme, c'est une organisation d'un gouvernement, d'un ensemble différent, disparate, qui s'occupe uniquement des questions qu'un État seul n'a pas les moyens de résoudre. Il faut que les Français entendent cette vérité, et c'est pas les jacobins que nous avons en France, multipliés ou inspirés par la bourgeoisie de fonction qui les gouverne, qui vont le dire. Alors je le dis. Le fédéralisme, c'est se rassembler, c'est s'unir pour traiter des questions qu'un État n'a pas les moyens de résoudre tout seul. Pour le reste, il fait confiance en dessous de lui aux États pour appliquer les politiques qu'ils arrivent à appliquer eux-mêmes. Vous n'avez pas peur que dans le contexte actuel en Europe, ça fasse pas un peu peur, si vous mettez ça sur la table, le fédéralisme avec la montée des extrêmes qui sont souverainistes? Les extrêmes, d'abord, nous ne connaissons pas leur niveau de montée, Dieu merci, si Dieu existe, Dieu merci. Et deuxièmement, oui, les sondages disent, mais les sondages, on les a vus aussi parfois être tassés, amenuisés, on ne sait pas. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Vous ne le craignez pas? Vous ne craignez pas cette poussée d'un front national en France, en tout cas? Je réponds d'abord à la première question sur le fédéralisme. Vous voyez bien que l'Union européenne, dans la mondialisation, a besoin de s'unir pour traiter des questions. Je redis qu'un État tout seul, même l'Allemagne, n'a pas les moyens de régler. Alors, quelles sont ces questions? La défense. Bientôt, nous n'aurons, même nous qui sommes plutôt les plus en pointe dans la défense en Europe, nous n'aurons plus les budgets pour faire des opérations pour la stabilité en Europe, sans doute encore, mais comme mandataire de l'OTAN et des Nations Unies, non. Donc, on a besoin d'union. C'est ce que les Polonais sentent très bien qui pousse à une défense européenne. Mais c'est vrai aussi pour l'immigration. Il n'y a pas de politique migratoire nationale. On ne fabrique que du Front National et des extrêmes avec nos politiques nationales. Parce que si un immigré met le pied en Italie, il peut aller en Finlande comme il veut. Il faut donc une politique adaptée à cette conception des choses. L'énergie. C'est quand même un monde de voir qu'actuellement, nous dépendons, nous avons peur de faire peur à M. Poutine au motif que nous achetons son gaz et son pétrole. Je voudrais dire d'ailleurs que c'est pas une peur, c'est une couardise. Car quand vous regardez la réalité des choses, 24% du budget de la Russie, c'est ce qu'il gagne avec le gaz qu'il nous vend. Par conséquent, nous nous tenons par la barbichette, etc. Donc, il faut une organisation fédérale pour régler les grands problèmes mondiaux. Il y en a une demi-douzaine, pas plus, qu'aucun État tout seul ne peut résoudre. C'est aussi simple que ça. Et j'ajoute que dans les États fédéraux, à une Europe qui est en panne, que tout le monde décrit comme en panne, institutionnellement, populairement. Oui, bien sûr, parce qu'il faut un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir en Europe. Il y a une voiture, un volant et pas de chauffeur. Il faut un chauffeur. Et qu'on le reconnaisse et qu'on l'entende. Qu'ils connaissent le code de la route, si je puis dire, vous voyez. Mais il ne faut pas qu'ils s'occupent de tout et des détails. Les anti-européens, que nous n'appellerons pas sceptiques, hein. Il y a ceux qui sont pour l'Europe, c'est nous. Il y a les sceptiques qui chouignent, ils ne savent pas s'il y a un peu plus, un peu moins. Puis il y a les anti-européens. Front National en France et extrême gauche en France. Eh bien, ceux-là, ils savent très bien qu'il ne faut pas de pouvoir en Europe, parce que sinon, ils perdraient leur clientèle. Le syndicat de la peur ne peut plus fonctionner quand les problèmes se résolvent. Or, qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est le nini à tout, rien. Hein. C'est une sorte de clan qui ne sait pas dire oui ni proposer. Alors, il faut casser ça. Philippe Onillon. Alors, vous nous proposez tout simplement de remettre sur la table à un nouveau traité avec tous les difficultés qu'on a eues, que les pays européens ont eu à signer les traités précédents. Il faut rouvrir le chantier institutionnel. Je pense qu'il y a une voie pour le faire. Vous avez raison, parce qu'il faut que les choses soient claires. Moi, je souhaite que nous arrivions à un gouvernement fédéral dans un premier temps de la zone euro. Et je dis que les obstacles, il n'y en a plus beaucoup pour une raison simple. On a déjà délégué un des deux éléments de notre souveraineté. On ne nous l'a pas arraché, la monnaie.
On l'a délégué. Les Français ont voté à Maastricht sur cet élément. Par conséquent, ça c'est déjà réglé. Après, est-ce que c'est bien, pas bien? Je dirais, est-ce que c'est trop haut, pas assez haut? C'est un des débats sur l'euro. Oui, ben, il est c'est un des légitime grands d'ailleurs. débats de cette De mon point campagne de vue, sur il les est trop haut. européennes. Mais c'est pas la peine de casser l'euro pour faire baisser sa cotation. Il faut faire comme les Américains. Hein. Il faut faire baisser en fabriquant de la monnaie qui fait baisser. Il faut faire comme la Réserve fédérale américaine. Donc ça, c'est une première chose. La moitié du chemin est fait. Il faut finir l'autre moitié et gouverner la zone euro. Pourquoi gouverner la zone euro? On a besoin que nos économies travaillent ensemble et convergent. On a besoin que le système de l'union bancaire fonctionne, plus loin encore que le projet Barnier qui est maintenant voté. D'ailleurs, c'est plus un projet, qui est déjà une très bonne étape, mais c'est pas fini, hein. C'est en gros, ça concerne 6000 banques en Europe, mais les assurances ne sont pas inclus dedans. Et il faut que, pour éviter toutes les spéculations et éviter que si une banque ou une assurance fait des grosses bêtises, que ce soit le contribuable qui paye. Hein, il faut faire cette chose. D'abord pour la zone euro, puis ensuite qui même me suivent. Si des pays qui ne sont pas dans la zone euro veulent rejoindre cette unité, faisons-le. Vous êtes pour une Europe à 2 vitesses? Ni à 2 ni à 3 vitesses. L'Europe a toujours été à 3 vitesses, mademoiselle, à 2 vitesses, mademoiselle. C'était d'abord 6. Puis ensuite, ce fut 9, puis ensuite, ce fut 12, puis ensuite, ce fut 15, ensuite 25, ensuite 28. Vous voyez bien. On dit des fables sur l'Europe. On ne veut pas voir la réalité, c'est qu'on est plus fort unis. Et ceux qui sont à bout d'arguments disent que la France perdrait de la souveraineté. Vous me faites rigoler avec ça. La souveraineté, c'est quoi la souveraineté de la France? 1870 milliards d'euros sur les marchés financiers qui sont peuplés de spéculateurs avec des mitraillettes fiscales pour nous rentrer dedans et qui peuvent nous ruiner demain matin si nous sortons de l'Union. C'est ça la souveraineté? Bravo! C'est un crime historique de l'esprit que de raconter aux électeurs des choses pareilles. On n'a pas le droit de dire ça. Les nations européennes sont composées d'au moins 28 nations, et c'est pas l'Union européenne qui va les affadir. Au contraire, je pense que ça renforcera la notion d'identité des peuples. Mais en revanche, les États européens continueront d'exister, sauf pour les politiques qu'ils ne peuvent plus mener eux-mêmes. Regardez l'Italie, elle est empêtrée dans un contrôle de ses frontières sur l'immigration qu'elle n'arrive pas, sans compter les charges terribles que cette immigration fait peser sur ses budgets, sur ses camps de regroupement à l'entrée, sur la façon de traiter humainement les gens. On voit bien qu'on est dépassé par je dirais, la mondialisation. Et si on a ouvert les frontières, je dirais que d'une certaine façon, il faut en refermer de plus grandes. Il faut faire avec l'Europe une zone de défense des intérêts des peuples qui la composent dans la mondialisation. Mais dans cette campagne, est-ce que vous faites de votre principal adversaire, clairement, comme l'a dit Yves Gégaud, le président par intérim de l'UDI, Marine Le Pen et le Front National? Écoutez, oui, bien sûr, c'est certainement le danger le plus important. Oui, bien sûr, ce clan, je parle de l'état-major, oui, ce clan du refus. Hein, c'est vraiment, tout ce qui est bronzé, c'est dehors. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute de Bruxelles. Peuple, révoltez-vous. Il y a un côté 57 dans cette affaire. Mais quelle est la proposition? Je ne jetterai pas l'anathème sur des gens, y compris issus de cette formation, bien que franchement j'en sois à 180 degrés, si au moins j'entendais une proposition constructive. C'est pas le cas. Par conséquent, un syndicat de la peur ne fait pas l'avenir d'un pays. Mais est-ce que vous pensez que vous avez en 3 semaines la possibilité de faire entendre ce message? On a l'impression que cette campagne des européennes ne démarre pas, que tout le monde s'en fiche. Hein. Les Français déjà ont eu une impression négative. Il y a un sondage chez nos confrères de Libération hier qui disait que 49% des Français ont une perception négative de l'Union européenne. Comment vous pouvez faire en 3 semaines Mademoiselle, pour ça en fait changer quand même tout? 51 qui ont une perception positive ou acceptable. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. 51, je vous prie de le voir à moitié, l'autre moitié qui est remplie. Et puis, vous n'avez pas raison en disant ça, sauf votre respect, pour une raison simple. Les 2 sondages dont je parlais, qui prenaient des thèmes, c'est très intéressant parce que c'est précis, ça. Eh bien, il y a entre 50 et 60% des gens qui, pour 2 ou 3 points de la politique nationale qu'on ne peut pas mener tout seul, préfèrent que ce soit l'Europe. Par conséquent, il faut regarder de plus près.